Ma mère a refusé de garder mon fils malade pendant 2 heures, alors j'ai manqué une promotion. Puis, elle a continué à me demander de l'argent. J'ai donc coupé le soutien financier, je les ai exclus et je les ai forcés à faire face à leurs propres dettes. J'ai toujours su que ma mère était égoïste. Mais hier, j'ai découvert jusqu'où elle est prête à aller. Pour un peu de contexte, j'ai 31 ans, je suis une mère célibataire de Grégory, et nous sommes seuls depuis qu'il a 2 ans. Son père a déménagé à l'autre bout du pays pour un nouveau départ et envoie des cartes d'anniversaire avec $20 à l'intérieur 2 fois par an. Une fois à Noël, une fois à l'anniversaire de Grégory. Parfois il s'en souvient, parfois non. Je travaille dans la même entreprise depuis 4 ans dans un rôle administratif qui paie les factures, mais pas grand-chose de plus. Entre le loyer, la garde d'enfants et les médicaments pour l'asthme de Grégory, c'est un jonglage constant. Au cours des 6 derniers mois, j'ai fait des heures supplémentaires, pris des projets spéciaux et fait tout mon possible pour me positionner pour une promotion au poste d'assistante de direction. Cela signifierait une augmentation de salaire. Cela peut ne pas sembler beaucoup pour certaines personnes, mais pour nous, c'est la différence entre vérifier constamment mon compte en banque avant de faire les courses et pouvoir enfin respirer un peu. Mon patron, Andrew, avait laissé entendre que j'étais la favorite et a finalement programmé mon entretien pour vendredi à 14 heures. J'avais tout planifié parfaitement. Grégory serait à l'école. Je prendrais une longue pause déjeuner pour l'entretien et serais de retour à mon bureau à 15h30. Sauf que mercredi soir, Grégory a commencé à tousser. Pas sa toux normale, cette toux profonde et aboyante de phoque qui signifie toujours que son asthme s'aggrave. Jeudi matin, il avait une fièvre de 101,3, et je savais qu'il ne pourrait en aucun cas aller à l'école vendredi. Je me suis déclaré malade jeudi pour l'emmener chez le pédiatre qui lui a prescrit un stéroïde et a dit que Grégory devait se reposer pendant au moins 48 heures. En rentrant à la maison, j'ai immédiatement appelé ma mère. C'est là que j'ai commis ma première erreur. J'ai supposé que, compte tenu des circonstances, elle aiderait. Mes parents habitent à environ 25 minutes dans le même lotissement de banlieue où ils sont depuis ma naissance. Mon père est semi-retraité et ma mère ne travaille pas. Ils sortent dîner 3 fois par semaine, font des escapades de week-end à leur maison au bord du lac et mènent généralement une vie confortable. Ils ont toujours été émotionnellement distants, puis ils ont parfois gardé Grégory dans de vraies urgences. Quand j'ai appelé ma mère et expliqué la situation, il y a eu une longue pause au téléphone. Puis elle a dit, « Et j'aimerais inventer ça. Oh chérie, ce week-end n'est pas bon pour nous. Ton père et moi allons à la fête d'anniversaire des Williams samedi et j'ai besoin de vendredi pour me faire coiffer et me préparer. Tu sais comment sont ces choses. » Je lui ai rappelé que cette promotion signifierait la stabilité financière pour son unique petit-fils. Je ne lui demandais pas de garder Grégory pour le week-end, juste pour 2 heures le vendredi après-midi. 2 heures. Elle a poussé ce long soupir de souffrance que j'ai entendu toute ma vie et a dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas tout réorganiser à la dernière minute et que c'était peut-être un signe que je devais réévaluer mes priorités en tant que mère. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Puis j'ai appelé toutes les autres personnes auxquelles je pouvais penser, amis, voisins, même les parents des amis de Grégory de l'école. Mais avec un préavis aussi court et le fait qu'il soit malade, personne ne pouvait aider. J'ai essayé d'appeler mon patron pour reprogrammer, mais il était en réunion toute la journée. J'ai laissé un message à Issa et aux ressources humaines expliquant ma situation et demandant si nous pouvions déplacer l'entretien à lundi. Vendredi matin, j'ai reçu la réponse. Andrew avait un emploi du temps chargé la semaine suivante, et Juliette des ressources humaines a expliqué qu'il devait prendre une décision avant mardi. L'entretien devait avoir lieu vendredi ou pas du tout. J'étais dévasté mais j'ai répondu que je comprenais et que je devais retirer ma candidature. Grégory a passé le vendredi à alterner entre regarder des dessins animés et faire la sieste sur le canapé pendant que j'essayais de ne pas pleurer chaque fois que je pensais à ce que cela signifiait pour nous. Vers 16 heures, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Comment s'est passé l'entretien? As-tu réussi à t'arranger? J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. C'était comme si elle avait complètement oublié notre conversation. Ou peut-être que dans son esprit, j'étais censé résoudre le problème par magie sans son aide. Je n'ai pas répondu. Samedi matin, un autre texto. Nous allons à la fête des Williams. Toi et Grégory devriez passer dîner demain. Je fais un rôti. Comme si de rien n'était.
Comme si elle ne venait pas de me coûter l'opportunité pour laquelle je travaillais depuis des mois. Je l'ai finalement appelé dimanche matin pendant que Grégory regardait la télévision. Je lui ai dit que nous ne viendrions pas dîner et que j'étais blessé par son refus d'aider quand j'en avais le plus besoin. Sa réponse: tu ne peux pas t'attendre à ce que je laisse tout tomber chaque fois que tu as une crise. Je t'ai élevé et maintenant élever Grégory est ta responsabilité. La conversation s'est détériorée à partir de là. Je lui ai rappelé que depuis 4 ans que le père de Grégory était parti, je lui avais demandé de l'aide peut-être 5 fois au total. Elle a répliqué en énumérant tous les cadeaux d'anniversaire et de Noël qu'il lui avait offerts, comme si les cadeaux compensaient un soutien réel. Quand j'ai souligné que je les avais aidés d'innombrables fois à installer leur télévision intelligente, à conduire mon père à la kinésithérapie après son opération du genou l'année dernière, à les aider à déplacer des meubles lorsqu'ils ont redécoré. Elle a rejeté cela comme des choses que la famille fait simplement. À la fin de l'appel, je tremblais de colère et je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu d'espace, qu'il était peut-être temps que j'arrête de tout laisser tomber pour les aider alors qu'il ne semblait jamais avoir de temps pour moi ou Grégory. Elle s'est tue et a dit: tu sais, nous espérions que tu pourrais nous aider avec quelques dépenses ce mois-ci. Les coûts des médicaments de ton père ont augmenté et avec les impôts fonciers dus. Je ne pouvais pas y croire. Dans la même conversation où elle refusait de reconnaître comment son égoïsme m'avait blessé, elle me demandait de l'argent que je n'aurais pas maintenant à cause de la promotion que j'ai manquée à cause d'elle. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aider financièrement en ce moment, surtout après avoir perdu cette opportunité. Elle a marmonné quelque chose sur le fait que la famille devrait se soutenir mutuellement. L'ironie ne m'a pas échappé, et j'ai raccroché. Lundi matin, j'ai reçu l'email officiel indiquant que le poste avait été offert à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a réussi à se présenter à son entretien. J'ai pris ma pause déjeuner dans ma voiture et j'ai pleuré pendant 20 bonnes minutes, puis je me suis lavé le visage et je suis retourné à mon bureau comme si de rien n'était. Ce soir-là, mon père a appelé. Il a commencé par parler de la pluie et du beau temps et de quelques potins de quartier avant de passer maladroitement à ta mère m'a parlé de votre conversation. Il a essayé d'arranger les choses, disant qu'elle ne voulait pas paraître peu solidaire, mais qu'il comptait vraiment sur moi pour aider avec quelques factures ce mois-ci. Quand je lui ai rappelé l'entretien manqué, il a juste dit: ces choses arrivent, chérie. Il y aura d'autres opportunités. Cela fait maintenant 3 jours. Grégory se sent mieux et est de retour à l'école. Je suis de retour à mon bureau, regardant la personne qui a obtenu ma promotion à prendre les ficelles du métier. Mes parents ont appelé 2 fois et envoyé plusieurs textos, tous demandant quand je pourrais contribuer à leurs dépenses ce mois-ci. J'en ai assez. Après des années de soutien unilatéral, je fixe enfin des limites. Je leur ai envoyé un texto disant que je ne pourrais pas aider financièrement ou autrement dans un avenir prévisible, et que j'ai besoin qu'ils respectent cela. Leur réponse: nous sommes une famille. Nous sommes censés nous entraider. Oui, nous sommes une famille, mais apparemment cela ne compte que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose de moi. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Une partie de moi se sent coupable de les avoir coupés, mais une autre partie pense que j'aurais dû le faire il y a des années. Grégory n'arrête pas de demander quand nous allons rendre visite à grand-mère et grand-père et je ne sais pas quoi lui dire. Je modifie pour ceux qui suggèrent que j'aurais dû emmener Grégory à l'entretien. Il était vraiment malade avec de la fièvre et ne pouvait pas s'arrêter de tousser. Je ne pouvais pas le laisser seul et amener un enfant de 6 ou 7 ans à un entretien professionnel n'était pas une option. Première mise à jour. Cela fait un peu plus de 2 semaines depuis mon dernier message et je voulais vous tenir au courant car les choses ont pris une tournure. Honnêtement, je ne m'y attendais pas, même avec le passif de mes parents. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté mon message original. Lire vos histoires et vos conseils m'a aidé à me sentir moins seul et plus confiante dans ma décision de fixer des limites. Après avoir envoyé ce texto disant à mes parents que je ne pouvais plus les aider financièrement, ils sont restés silencieux pendant exactement 3 jours. J'ai même commencé à me demander s'ils réfléchissaient peut-être à leur comportement ou s'ils respectaient au moins mes limites. Cet espoir s'est évaporé mardi soir alors que je préparais le dîner pour Grégory et moi-même, juste des macaronis au fromage en boîte avec des hot-dogs coupés dedans, son plat réconfortant préféré. Mon téléphone s'est allumé avec un message et j'ai pensé que c'était Juliette de la porte d'à côté qui demandait si j'avais besoin de quelque chose du magasin comme elle le fait parfois. Au lieu de cela, c'était ma mère avec une capture d'écran d'une facture de carte de crédit en souffrance de 4 378,62 $. Pas de contexte, pas de message, juste la capture d'écran.
Je n'ai pas répondu. 20 minutes plus tard, un autre texto. Nous avons besoin d'aide avec ça d'ici vendredi où ils augmenteront notre taux d'intérêt. J'ai remué les macaronis au fromage, pensant à toutes les fois au fil des ans où je les avais aidés financièrement, le Noël dernier quand ils ne pouvaient pas se permettre d'offrir des cadeaux à Grégory. Mais avaient quand même réussi à faire une escapade d'un week-end dans un chalet de ski en janvier. La réparation de voitures d'urgence l'été dernier qui s'est avérée être une mise à niveau optionnelle de leur système audio. Chaque fois, j'ai puisé dans mes maigres économies parce qu'ils l'avaient présenté comme urgent et temporaire. J'ai rangé mon téléphone et je me suis concentré sur le dîner avec Grégory. Il m'avait posé des questions sur mes parents toute la semaine et j'étais resté vague, lui disant qu'ils étaient occupés. Je déteste lui cacher des choses, mais il adore ses grands-parents malgré leur manque de fiabilité et je ne veux pas le charger de problèmes d'adulte. Pendant que nous mangions, il m'a parlé du projet sur le système solaire que sa classe commençait et comment il avait été choisi pour être Jupiter parce que c'est la plus grande et qu'elle a le plus de lunes. Maman. Après qu'il soit allé au lit, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de mon père et un message vocal où sa voix semblait tendue. Chérie, rappelle-nous. C'est important. Ta mère est très contrariée. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto réitérant que je ne pouvais pas aider financièrement en ce moment, surtout après avoir manqué la promotion. Ensuite, j'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai passé 1 heure à postuler à des emplois. Le fiasco de la promotion avait été un électrochoc. 4 ans de loyauté envers une entreprise, et j'étais toujours facilement remplaçable. Je devais d'abord veiller sur Grégory et moi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de la longueur d'un roman de ma mère expliquant que la dette de la carte de crédit provenait principalement de l'aide qu'elle m'avait apportée, à moi et à Grégory. C'était une nouvelle pour moi. J'ai parcouru mes propres relevés bancaires de l'année écoulée en attendant que mon café infuse. Pendant ce temps, ils avaient donné à Grégory une carte cadeau Target de $30 pour son anniversaire, transmis des vêtements d'occasion du fils de ma cousine, qui ne lui allait pas, et nous avaient emmené dîner une fois chez Applebee's en utilisant un coupon à un acheté. Un offert et qu'ils avaient mentionné au moins 3 fois. Pendant ce temps, je leur avais donné $800 lorsque leur chauffe-eau est tombé en panne, dépensé plus de $200 pour le cadeau d'anniversaire de mon père, et d'innombrables heures à les aider avec tout, des problèmes technologiques à les conduire à des rendez-vous. Quand les cataractes de mon père ont rendu la conduite de nuit difficile, j'ai emmené Grégory à l'école et je suis allé au travail où j'ai dû former Ronnie sur certaines procédures dont il aurait besoin dans son nouveau rôle, mon rôle potentiel. Il semblait vraiment mal à l'aise avec la situation et n'arrêtait pas de dire des choses comme « Tu maîtrisais vraiment ça et ils auraient juste dû attendre pour t'interviewer ». C'était gênant, mais pas de sa faute. Pendant le déjeuner, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Pensant que cela pouvait venir d'une de mes candidatures, j'ai répondu. C'était ma tante Isa, la sœur de ma mère, à qui je parle peut-être 2 fois par an pendant les vacances. Elle s'est lancée dans un discours sur à quel point elle était inquiète pour mes parents et comment elle comprenait que je traversais peut-être une période difficile sur le plan émotionnel, mais que la famille devait rester unie. J'ai réalisé que mes parents avaient appelé des proches en se présentant comme des victimes, abandonnées par leur fille ingrate. Quand j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était réellement passé avec l'entretien et les années de soutien unilatéral, elle m'a interrompu avec « Eh bien, c'est ta perspective, mais ta mère dit qu'elle a toujours été là pour toi. » Après cet appel, j'ai cherché sur Google comment savoir si vos parents sont manipulateurs et j'ai passé toute ma pause déjeuner à lire des articles qui semblaient avoir été écrits spécifiquement sur la dynamique de ma famille. La prise de conscience que ce n'était pas normal, que les parents ne devraient pas faire en sorte que leurs enfants se sentent perpétuellement redevables, m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré pendant 5 minutes avant de retourner à mon bureau avec ce que j'espérais être un sourire convaincant de « je vais bien ». Ce soir-là, Grégory et moi étions à l'air de jeu quand mon père est arrivé dans leur VUS. Grégory l'a repéré immédiatement et a couru vers lui avec enthousiasme. Mon estomac s'est noué. Je ne m'étais pas préparé à cette confrontation, surtout pas en présence de Grégory. Mon père a serré Grégory dans ses bras et m'a demandé s'il pouvait me parler juste 1 minute. J'ai renvoyé Grégory au balançoire où je pouvais encore le voir et je me suis tourné vers mon père, les bras croisés. Il avait l'air fatigué et pendant 1 seconde, j'ai ressenti ce réflexe de culpabilité que j'ai porté toute ma vie. Puis il a commencé à expliquer comment ma mère pleurait jusqu'à s'endormir parce que je les avais exclus. Et au fait, savais-je que leur prime d'assurance habitation était due la semaine prochaine.
Je l'ai interrompu et j'ai souligné qu'il avait conduit 25 minutes jusqu'à l'aire de jeu pour me culpabiliser mais qu'il n'avait pas pu conduire la même distance pour aider quand Grégory était malade. Il a semblé vraiment surpris, comme si ce lien ne lui était jamais venu à l'esprit. Nous avons parlé pendant environ 10 minutes, lui alternant entre des tactiques de culpabilisation subtiles et des demandes directes d'argent. Je lui ai finalement dit que je devais ramener Grégory à la maison pour le dîner et que je réfléchirais à ce qu'il avait dit. Le soulagement sur son visage a été immédiat. Il pensait avoir gagné. Dans son esprit, « je vais y réfléchir » avait toujours signifié « oui, je vais aider parce que c'est comme ça que ça s'était toujours passé avant ». Au cours du week-end, mon frère Damien a appelé, ce qui était inhabituel car nous nous envoyons généralement des textos. Comme ma tante, il avait eu droit à un sermon de nos parents. Contrairement à elle, il a vu clair dans leur manipulation. Ils m'ont fait le même coup l'année dernière, m'a-t-il dit. Je leur ai prêté de l'argent pour ce qu'ils prétendaient être une urgence de plomberie, puis j'ai vu la publication de maman sur Facebook à propos de leur nouveau meuble de patio la semaine suivante. C'était une justification de savoir que je n'étais pas seul dans cette expérience. Damen et moi avons convenu de nous tenir mutuellement informés des demandes financières de nos parents à l'avenir. Lundi matin, j'ai reçu un message d'une entreprise à laquelle j'avais postulé me demandant un entretien. C'était pour un poste similaire à ce que je fais actuellement, mais avec un meilleur salaire et de meilleurs avantages. J'ai programmé l'entretien pour la semaine suivante, me laissant amplement le temps d'organiser la garde des enfants, cette fois avec Juliette, qui avait proposé d'aider après avoir entendu ce qui s'était passé avec mes parents. Cet après-midi-là, ma mère a de nouveau envoyé un texto « Nous sommes très déçus de ton attitude. Ton père et moi t'avons toujours soutenu, et c'est ainsi que tu nous remercies. Nous devons parler de cette facture de carte de crédit. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai vérifié leur page Facebook. Il y avait des publications du week-end précédent les montrant dans un bon restaurant avec leurs amis. Ma mère portait ce qui semblait être une nouvelle robe d'après la légende, je me sens fabuleuse dans mon folie d'anniversaire. Mardi soir, Grégory était au lit et je pliais du linge quand quelqu'un a frappé à la porte. Il était presque 21h, alors j'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir. Ma mère se tenait là, l'air à la fois en colère et victimisé. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle s'est immédiatement lancée dans un discours sur les obligations familiales et sur le fait qu'elle et mon père faisaient face à de graves difficultés financières en raison de dépenses imprévues. Quand j'ai demandé quelles étaient ces dépenses, elle est devenue vague, mentionnant des factures médicales. Bien que mes deux parents soient sur Medicare, des réparations de maison, bien que leur maison soit plus récente que mon immeuble, et des augmentations générales du coût de la vie, je suis resté calme et j'ai répété que je ne pouvais pas aider financièrement en ce moment. Elle a changé de tactique, me demandant si je pouvais au moins les aider à organiser leurs finances puisque je suis doué pour la budgétisation. Traduction, elle voulait que je regarde leurs finances, que je me sente coupable de leur situation et que je leur offre de l'argent. Je leur ai suggéré de parler à un conseiller financier de leur banque ou de se renseigner sur les services de conseil en crédit. Son visage s'est durci, et elle a dit quelque chose qui résonne dans mon esprit depuis, « Je ne pense pas que tu comprennes. Nous sommes tes parents. Nous nous sommes occupés de toi pendant 18 ans. Maintenant, c'est à ton tour de t'occuper de nous. » Je lui ai dit que je devais aller voir Grégory et j'ai fermé la porte. Par la fenêtre, je les regardais rester là pendant près d'une minute avant de retourner à leur voiture où mon père attendait sur le siège passager. Hier, j'ai reçu un texto de groupe de ma mère à Damen et à plusieurs membres de la famille élargie avec un lien vers un GoFundMe intitulé « Aider deux aînés à rester dans leur maison ». La description mentionnait vaguement des problèmes médicaux et des dépenses imprévues sans rien spécifier de concret. L'objectif était fixé à 155 000 $. Il n'y avait pas encore de dons. Damien m'a appelé immédiatement et nous étions tous les deux sans voix. Nos parents sont propriétaires de leur maison. Elle a été payée il y a des années. Ils ont un revenu de retraite de la pension de mon père et de la sécurité sociale. Ils ne risquent pas de se retrouver sans abri. C'était de la manipulation portée à un nouveau niveau. Je n'ai pas répondu au texto de groupe. Damien non plus, mais ma tante m'a déjà envoyé un message en privé pour me demander pourquoi je ne prenais pas mes responsabilités pour mes parents étant donné tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je suis toujours en train de digérer tout cela tout en me préparant pour mon entretien d'embauche la semaine prochaine. Grégory continue de demander pourquoi nous n'avons pas rendu visite à grand-mère et grand-père et je suis à court d'excuses. Une partie de moi a l'impression d'être sans cœur, mais une autre partie a l'impression que je me défends enfin après des années d'abus.
Ce matin, j'ai reçu un email de mon père avec l'urgent, veuillez lire dans l'objet. Le corps de l'email disait simplement nous devons nous parler face à face. C'est à propos de la maison. Je ne sais pas à quoi m'attendre ensuite, mais j'essaie de rester ferme dans mes limites. L'entretien d'embauche de la semaine prochaine ressemble à un nouveau départ potentiel. Une chance d'aller de l'avant sans le fardeau constant de soutenir des gens qui semblent incapables de me soutenir quand j'en ai vraiment besoin. Quelqu'un a-t-il déjà fait face à des demandes croissantes après avoir fixé des limites avec sa famille? Des conseils sur la façon de gérer cela sans couper complètement les ponts pour le bien de Grégory? Modification, merci encore à tous pour le soutien. Pour clarifier certaines choses des commentaires, non, je ne pense pas qu'ils risquent réellement de perdre leur maison. Pour ceux qui posent des questions sur le père de Grégory, il paie la pension alimentaire minimale requise par décision de justice, mais cela couvre à peine les médicaments pour l'asthme de Grégory. Deuxième mise à jour, cela fait 3 semaines depuis ma dernière mise à jour, et j'essaie toujours de traiter tout ce qui s'est passé. Je tape ceci sur mon téléphone à 1h du matin parce que je ne peux pas dormir, alors veuillez excuser les fautes de frappe. Après que mon père ait envoyé cet email urgent à propos de la maison, j'ai décidé de les rencontrer dans un lieu public plutôt qu'à mon appartement. J'ai suggéré le Starbucks près de l'école de Grégory samedi dernier matin. Je me suis dit que le cadre public garderait les choses civiles et que je pourrais récupérer Grégory de sa soirée pyjama chez son ami juste après. Je suis arrivé tôt et j'ai pris une table dans le coin. Mes parents sont arrivés avec 15 minutes de retard, ce qui était typique. Ma mère portait ses lunettes de soleil de marque et son sac à main Coach, celui que je l'avais aidé à choisir pour son anniversaire l'année dernière. Mon père portait son polo de golf malgré le temps frais. Aucun d'eux ne ressemblait à des personnes en grande difficulté financière. Dès qu'ils se sont assis, ils ont commencé à parler l'un par-dessus l'autre de la façon dont leur société de prêt hypothécaire les harcelait au sujet des paiements manqués. Je les ai interrompus pour leur faire remarquer qu'ils m'avaient dit plusieurs fois au fil des ans que leur maison était payée. Il y a eu un silence gênant, puis ma mère a admis qu'ils avaient contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire il y a 3 ans. Apparemment, ils l'avaient utilisée pour rénover leur cuisine, faire une croisière en Alaska et aider avec les dépenses. Quand j'ai demandé pourquoi ils n'en avaient pas parlé avant, mon père a marmonné quelque chose sur le fait de ne pas vouloir m'inquiéter. La vérité est devenue claire au fur et à mesure de leurs explications. Ils avaient effectué des paiements minimums couvrant principalement les intérêts et maintenant la banque s'inquiétait de leur historique de paiement. Ils n'étaient pas confrontés à une saisie immédiate. On leur demandait simplement de faire des paiements réguliers à temps. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement qu'ils ne perdaient pas réellement leur maison et de frustration face à la manipulation. J'ai posé des questions sur le GoFundMe qui avait accumulé un grand total de $175 de 3 donateurs. Ma mère a agité la main avec dédain et a dit que c'était juste au cas où les choses empireraient. J'ai expliqué à nouveau que je ne pouvais pas les aider financièrement, surtout maintenant que je connaissais la situation réelle. Je leur ai suggéré de parler à un conseiller financier pour éventuellement refinancer ou établir un plan de paiement. Mon père a commencé à argumenter, mais je suis resté ferme. La conversation s'est terminée avec ma mère reniflant dans une serviette en papier et mon père fixant silencieusement son café intact. Je suis parti me sentant épuisé, mais étrangement plus légère. J'ai récupéré Grégory, qui était plein d'histoires sur sa soirée pyjama, et nous avons passé le reste du week-end à faire les devoirs et à regarder des films. J'ai essayé de ne plus penser à mes parents et de me concentrer sur mon prochain entretien d'embauche. L'entretien s'est étonnamment bien passé. Le poste était dans une plus petite entreprise, mais offrait un meilleur salaire et plus de flexibilité. Le directeur, Douglas, semblait sincèrement intéressé par mon expérience, et quand j'ai expliqué ma situation de garde d'enfants sans entrer dans les détails du drame avec mes parents. Il a mentionné qu'ils avaient une option de travail à domicile pour les parents lorsque les enfants étaient malades. J'ai essayé de ne pas trop m'emballer, mais cela semblait prometteur. Puis mardi dernier, alors que je préparais le dîner et aidais Grégory avec son projet sur Jupiter, il peignait du papier mâché, et notre petite table de cuisine était couverte de journaux et de colle. Mon téléphone a sonné avec un texto de ma tante, Issa. C'était une capture d'écran d'une publication Facebook de ma mère. Parfois, la partie la plus difficile d'être un parent est de voir son enfant prendre de mauvaises décisions, priant pour être guidé pendant cette période difficile. Les commentaires étaient remplis de vagues réponses sympathiques avec ma mère répondant de manière énigmatique sur les difficultés financières et les enfants ingrats. Le message de ma tante sous la capture d'écran disait « Que se passe-t-il ?
ta mère publie des choses inquiétantes. Je n'ai pas répondu immédiatement. Grégory et moi avons terminé sa planète, nettoyé la cuisine et suivi sa routine du coucher. Après qu'il se soit endormi, j'ai rédigé plusieurs réponses à ma tante, mais je les ai toutes supprimées. Comment pouvais-je expliquer des années de soutien unilatéral et de manipulation dans un texto? Au lieu de cela, j'ai envoyé un message à mon frère Damon, qui a confirmé qu'il avait vu les publications et avait déjà interpellé notre mère dans les commentaires. Son commentaire avait mystérieusement disparu en moins d'une heure. Mercredi soir, j'ai reçu l'appel que j'espérais. Douglas m'a offert le poste avec une date de début dans 3 semaines pour donner un préavis correct à mon poste actuel. Le salaire était de 2000 $ de plus que ce qu'aurait été la promotion, plus de meilleurs avantages et cette flexibilité cruciale pour les besoins de Grégory. J'ai accepté sur le champ et j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. C'était le nouveau départ dont nous avions besoin. J'ai récupéré Grégory à la garderie et je l'ai emmené manger une glace pour fêter ça. Alors que nous étions assis à la petite table, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'était le gérant de notre complexe d'appartements qui me demandait si mes parents étaient autorisés à entrer dans mon logement. Apparemment, il s'était présenté en prétendant qu'ils devaient déposer quelque chose d'important pour Grégory, mais qu'ils avaient oublié leurs clés. Mon estomac s'est noué. Je ne leur avais jamais donné de clés et ils n'étaient absolument pas autorisés à entrer dans mon appartement. J'ai dit au gérant absolument pas, je l'ai remercié d'avoir vérifié et j'ai immédiatement appelé mes parents. Aucune réponse de l'un ou l'autre. J'ai pressé Grégory de finir sa glace et je suis rentré à la maison, inquiète de ce qu'il pourrait bien manigancer. Lorsque nous sommes arrivés sur le parking, le VUS de mes parents était toujours là, garé sur une place de visiteurs. J'ai dit à Grégory d'attendre dans la voiture avec les portes verrouillées, ce que je n'avais jamais fait auparavant, et j'ai promis que je reviendrais tout de suite. J'ai essayé d'appeler mes parents à nouveau en marchant vers le bureau du gérant, mais toujours pas de réponse. La gérante, Ariana, a semblé soulagée de me voir. Elle m'a expliqué que mes parents étaient devenus de plus en plus insistants pour accéder à mon appartement, prétendant qu'ils avaient laissé des médicaments pour Grégory à l'intérieur. Lorsqu'elle avait refusé sans mon autorisation, ils s'étaient assis dans le hall et avaient dit qu'ils attendraient. Ils étaient là depuis près de 2 heures. Je me suis armé de courage et je me suis dirigé vers le hall où j'ai trouvé mes parents assis avec une petite valise et le grand sac à main de ma mère. Ils ont levé les yeux quand je suis entré et ma mère a immédiatement éclaté en sanglots. Mon père s'est levé et a commencé à expliquer qu'ils avaient eu un malentendu avec leur société de prêt hypothécaire et que leur service public avait été coupé en raison d'erreurs administratives. Ils avaient besoin d'un endroit où rester juste pour quelques jours jusqu'à ce que tout soit réglé. Je suis resté là, incrédule. Ils avaient essayé de manipuler leur entrée dans mon appartement avant que je ne rentre à la maison, probablement pour s'installer avant que je ne puisse m'y opposer. J'ai demandé pourquoi ils n'avaient pas appelé en premier. Mon père a prétendu que leur téléphone était sur le point d'être coupé aussi, et qu'ils voulaient me le dire en personne. Pourtant, ils avaient réussi à conduire 25 minutes jusqu'à mon appartement et à attendre pendant des heures au lieu de simplement appeler. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas rester avec moi. Mon appartement a une chambre, que je partage avec Grégory, et un canapé-lit dans le salon qui est à peine assez grand pour une personne. Plus important encore, je n'étais pas à l'aise de les avoir chez moi après tout ce qui s'était passé. Je leur ai suggéré d'aller à l'hôtel en utilisant la carte de crédit qu'ils m'avaient récemment montrée ou de rester chez ma tante Issa, qui vivait plus près d'eux et avait une chambre d'amis. Les larmes de ma mère se sont transformées en colère. Elle a dit que je les abandonnais quand ils avaient le plus besoin de moi, tout comme je les avais accusés de le faire avec moi. Mon père a commencé à énumérer toutes les choses qu'ils avaient faites pour moi en grandissant. Payer mes déjeuners à l'école, m'acheter des vêtements, m'emmener à des rendez-vous chez le médecin. Des responsabilités parentales de base présentées comme s'il s'agissait d'actes de générosité extraordinaires. Grégory attendait toujours dans la voiture, donc je devais mettre fin à cela rapidement. Je leur ai dit fermement que je les aiderais à trouver des arrangements alternatifs, mais qu'ils ne pouvaient pas rester avec moi. Ma mère a attrapé son sac à main et est sortie en trombe, mais mon père est resté, l'air vraiment confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je ne cédais pas comme je l'avais toujours fait auparavant. J'ai passé l'heure suivante à passer des appels à ma tante, qui a accepté à contre-cœur qu'il puisse rester avec elle quelques jours, à mon frère, qui a proposé de venir en voiture et d'aider si nécessaire, et enfin à mes parents. Laissant un message vocal avec l'adresse et le numéro de téléphone de ma tante.
Tout en essayant de garder les choses normales pour Grégory, qui sentait que quelque chose n'allait pas mais ne comprenait pas. Le lendemain matin, mon père a envoyé un texto pour dire qu'ils étaient chez ma tante et qu'ils trouveraient une solution. Je suis allé au travail, j'ai donné ma démission et j'ai essayé de me concentrer sur les changements positifs à venir. Quand j'ai récupéré Grégory à l'école, il a demandé si grand-mère et grand-père allaient bien. J'ai gardé mon explication simple. Ils avaient des problèmes avec leur maison, mais ils restaient chez tante Issa. Il a semblé satisfait de cela. Vendredi après-midi, j'étais à mon bureau en train de terminer de la paperasse quand mon téléphone a vibré avec une notification du portail des résidents de mon immeuble. Quelqu'un avait demandé à être ajouté à la liste des visiteurs de mon appartement. Mes parents. J'ai immédiatement refusé la demande et j'ai appelé la gérante pour lui dire clairement qu'il ne devait en aucun cas avoir accès. Ariana a hésité puis m'a dit quelque chose d'inquiétant. Ma mère était passée plus tôt en prétendant qu'elle devait déposer les médicaments de Grégory. Lorsqu'on lui a rappelé que je leur avais spécifiquement refusé l'entrée, elle était devenue agressive, insistant sur le fait qu'en tant que grand-mère de Grégory, elle avait des droits. Ariana était restée ferme, mais m'a prévenu que ma mère avait mentionné qu'elle reviendrait samedi, aujourd'hui, quand elle saurait que nous serions à la maison. Je l'ai remerciée et j'ai passé le reste de ma journée de travail distraite, passant en revue des scénarios dans ma tête. Quand je suis rentré avec Grégory, j'ai vérifié nos serrures et j'ai fermé tous les stores, ce que je fais rarement. Nous avons commandé une pizza pour le dîner, et j'ai essayé de garder une ambiance joyeuse pour le bien de Grégory, suggérant que nous construisions un fort en couverture et regardions un film à l'intérieur. Vers 20h, alors que nous étions à mi-chemin de Dragon avec du popcorn éparpillé dans notre fort, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai su immédiatement qui c'était. J'ai dit à Grégory de continuer à regarder pendant que je répondais, me positionnant de manière à ce que la porte ne s'ouvre pas complètement. Mes parents se tenaient là avec la petite valise d'avant, plus 2 autres sacs. Mon père a souri comme si de rien n'était et a dit qu'ils avaient décidé que ma maison était plus logique que celle de ma tante puisque j'avais plus de place, complètement faux, et que c'était plus proche de leur médecin, également faux. Ma mère a regardé par-dessus mon épaule, appelant Grégory, qui s'est redressé au son de sa voix. Je suis sorti dans le couloir, fermant partiellement la porte derrière moi, et je leur ai dit directement qu'ils ne pouvaient pas rester avec moi. Pas maintenant, pas ce week-end, pas juste jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Le visage de ma mère s'est durci, et elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Nous verrons ce que la police a à dire sur une fille qui met à la porte ses parents âgés sans nulle part où aller. C'était une menace si flagrante que j'ai failli en rire. J'ai calmement expliqué qu'en tant qu'adulte avec des ressources, y compris au moins une carte de crédit fonctionnelle, une voiture et des parents prêts à les héberger, ils n'étaient ni sans abri ni âgés dans un sens vulnérable. S'ils contactaient la police, ils seraient simplement dirigés vers les services sociaux ou renvoyés chez ma tante. Mon père, réalisant apparemment que leur menace avait échoué, a changé de tactique. Il a mentionné que l'anniversaire de Grégory approchait le mois prochain, et ne serait-ce pas triste s'ils ne pouvaient pas y assister ou apporter des cadeaux parce qu'ils vivaient dans leur voiture. La manipulation était si transparente que cela m'a rendu malade. Je leur ai dit que je devais retourner auprès de Grégory et que je bloquerais leur numéro temporairement. Je leur ai suggéré de retourner chez ma tante ou d'utiliser leur carte de crédit pour un hôtel. Puis je suis rentré, j'ai verrouillé la porte et je suis retourné dans notre fort en couverture, les mains tremblant légèrement. Grégory a demandé si grand-mère et grand-père entraient. Je lui ai dit qu'ils étaient juste passés dire bonjour, mais qu'ils devaient aller chez tante Isa. Il a accepté cela et est retourné au film, mais j'ai passé le reste de la soirée sur le qui-vive, sursautant légèrement à chaque bruit du couloir. Ils ont frappé 2 fois de plus avant de finalement partir. J'ai regardé par le Judas à chaque fois, mais je n'ai pas ouvert la porte vers 22h. 10. Après que Grégory se soit endormi, j'ai reçu une rafale de textos de leur part, allant de la culpabilisation, je suppose que 30 ans de parentalité ne signifient rien, à la colère, tu regretteras cela quand nous ne serons plus là. En passant par des affirmations bizarres selon lesquelles ils étaient maintenant officiellement sans abri et que c'était de ma faute. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto à ma tante qui a confirmé qu'ils étaient retournés chez elle en se plaignant bruyamment de ma cruauté, mais en acceptant néanmoins sa chambre d'amis. Ce matin, je me suis réveillé avec un email de mon père contenant une liste détaillée de tout ce qu'ils avaient jamais dépensé pour moi de ma naissance à l'université avec un total estimé en bas qu'ils prétendaient que je leur devais. Les articles comprenaient des nécessités de base comme la nourriture,
les vêtements et les visites chez le médecin, ainsi que le travail émotionnel avec un montant en dollars attribué. Je ne réponds pas à cela non plus. Au lieu de cela, j'ai emmené Grégory au parc, je l'ai aidé avec ses devoirs, et j'essaie de me concentrer sur notre avenir avec mon nouveau travail, mais je m'inquiète de ce qu'il pourrait essayer ensuite. Ils n'ont jamais accepté un non comme réponse auparavant, et ils semblent déterminés à faire de cela mon problème. Modification, plusieurs personnes ont demandé si je pouvais rester temporairement chez un ami. Malheureusement, ce n'est pas vraiment une option avec l'école de Grégory et mon horaire de travail. De plus, c'est notre maison. Je ne veux pas en être chassé. Modification 2 à ceux qui suggèrent que j'appelle les services de protection des adultes. Mes parents ont la soixantaine, sont entièrement mobiles, mentalement compétents et ont des ressources. Ils choisissent ce comportement comme une tactique de manipulation, non pas parce qu'ils sont des adultes vulnérables qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Dernière mise à jour, je n'étais pas sûr si je posterais un jour une autre mise à jour, mais quelque chose s'est passé hier que je suis encore en train de digérer et l'écriture m'a toujours aidé à y voir plus clair dans mes pensées. De plus, vous avez été si nombreux à me demander comment les choses se sont terminées que je me suis dit que je vous devais le dernier chapitre de cette saga. Cela fait un peu plus de 6 mois depuis cette nuit où mes parents se sont présentés à ma porte avec des valises en se prétendant sans abri. Beaucoup de choses ont changé depuis, principalement pour le mieux. Je suis à mon nouveau travail depuis 5 mois maintenant. La flexibilité promise a été réelle. Lorsque Grégory a eu une crise d'asthme le mois dernier, j'ai travaillé à domicile pendant 3 jours sans aucune culpabilisation de la part de la direction. Le revenu supplémentaire ne nous a pas rendus riches, loin de là, mais je ne me réveille plus à 3 heures du matin en calculant si je peux me permettre à la fois les fournitures scolaires de Grégory et la facture d'électricité. Nous avons déménagé il y a environ 7 semaines, juste un petit appartement de 2 chambres dans le même district scolaire. Mais Grégory a enfin sa propre chambre. Vous auriez dû voir son visage quand nous sommes allés faire les magasins de meubles chez Ikea, et que je lui ai dit qu'il pouvait choisir sa propre couette. Il en a choisi une avec des planètes. Notre réfrigérateur n'est pas constamment sur le point de rendre l'âme, et la douche maintient la pression de l'eau pendant plus de 5 minutes. De petits luxes qui semblent énormes après des années à se débrouiller. Quant à mes parents, cette situation a été compliquée. Après la nuit où ils se sont présentés à notre porte, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux directement pendant près de 3 semaines. Au lieu de cela, ils ont lancé ce que mon frère Damon appelle la campagne de relations publiques familiales. Ma tante Issa, divers cousins, même les copains de bowling de mon père, m'ont tous contacté avec différentes versions de « ils ont vraiment du mal et la famille devrait rester unie ». J'ai commencé une thérapie environ 1 mois après mon dernier message. Ma nouvelle assurance la couvre et honnêtement, cela a été une révélation. Mon thérapeute m'a aidé à voir des schémas auxquels j'avais été aveugle toute ma vie. Comment j'avais été entraîné depuis l'enfance à me sentir responsable du bonheur et de la stabilité financière de mes parents. Comment un non n'a jamais été traité comme une phrase complète dans notre famille. Comment la culpabilité était utilisée comme une arme chaque fois que j'essayais d'établir mon indépendance. J'ai continué à documenter, en sauvegardant chaque texto, email et message vocal. Fin mars, j'ai dû l'utiliser. Mes parents ont réussi à convaincre l'école de Grégory qu'ils étaient autorisés à venir le chercher pour un rendez-vous chez le médecin. Heureusement, le secrétariat m'a appelé pour confirmer, et j'ai pu me précipiter là-bas. Mes parents attendaient sur le parking. Quand je les ai confrontés, ma mère a prétendu qu'ils voulaient juste passer du temps de qualité avec leur petit-fils. Après cet incident, j'ai parlé à l'administration de l'école, je leur ai montré la documentation du harcèlement continu, et ils ont mis à jour leur protocole de sécurité. Ce fut le tournant. J'ai envoyé une lettre recommandée à mes parents déclarant que toute nouvelle tentative de voir Grégory sans ma permission explicite entraînerait une action en justice. Je ne voulais pas le faire. Écrire cette lettre a fait trembler ma main, mais la sécurité de Grégory devait passer avant tout. Ils ont reculé après cela, du moins physiquement. Grégory a eu du mal avec tout ça. Sans surprise, ses grands-parents lui manquent et il ne comprend pas entièrement pourquoi nous ne les voyons plus. J'ai essayé d'expliquer de manière adaptée à son âge sans les diaboliser. Nous avons eu de nombreuses conversations sur le chemin de l'école sur le fait que parfois les gens que nous aimons peuvent faire des choix qui ne sont pas sains et qu'il est normal d'aimer quelqu'un mais d'avoir besoin de distance avec lui. Je ne suis pas sûr de ce qu'il en retient, mais il semble s'adapter. Ma relation avec mon frère s'est en fait améliorée grâce à tout cela.
Damon et moi n'avons jamais été particulièrement proches. Il a 5 ans de plus et a déménagé à l'autre bout de l'État après l'université, mais faire face au comportement de nos parents nous a rapprochés. Il vient nous voir environ une fois par mois maintenant, et Gregory adore son oncle cool qui lui apprend des tours de cartes et lui apporte des bandes dessinées. En avril, j'ai appris par des ragots de famille que mes parents avaient en effet pris du retard sur leurs paiements hypothécaires, mais pas parce qu'ils étaient sans le sou. Ils avaient donné la priorité aux dépenses par carte de crédit plutôt qu'au paiement de logement, supposant qu'ils pourraient toujours rattraper leur retard plus tard. Selon ma tante, qui est devenue étonnamment solidaire une fois qu'elle a vu la situation dans son ensemble, ils ont élaboré un plan de paiement avec la banque et ne risquent plus la saisie. Ils n'ont jamais été vraiment sans abri. C'était de la manipulation, pure et simple. Ma tante a également laissé échapper que ma mère avait été furieuse quand j'ai obtenu le nouveau travail au lieu de les aider financièrement. Apparemment, elle comptait sur ma culpabilité comme une source de revenus fiable, et ma soudaine détermination avait bouleversé leur plan financier. J'aimerais pouvoir dire que j'ai traité tout cela avec une clarté émotionnelle parfaite. Mais ce ne serait pas vrai. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré après que Gregory se soit endormi en me demandant si je faisais ce qu'il fallait. Des jours où j'ai composé de longs messages expliquant ma perspective pour les supprimer quelques instants plus tard. J'ai vu quelque chose que Gregory a fait et j'ai pensé maman adorerait ça avant de me souvenir de notre situation. Le plus difficile a été les vacances et les anniversaires. Gregory a eu 8 ans le mois dernier et il a demandé si grand-mère et grand-père venaient à sa fête. J'avais organisé une petite célébration au bowling local avec quelques amis de l'école. Quand je lui ai dit qu'il ne venait pas, son petit visage s'est affaissé un instant avant qu'il ne se reprenne et ne commence à parler du gâteau. Ce moment m'a anéanti. Je leur ai envoyé des photos de sa fête par l'intermédiaire de ma tante. Je n'essaie pas de les empêcher de savoir quoi que ce soit de sa vie. Je fixe juste des limites sur le contact direct jusqu'à ce que je puisse faire confiance à leur comportement. Maintenant, à propos de cet appel inattendu d'hier matin. Je préparais des crêpes pour Gregory, notre tradition du samedi, quand mon téléphone a sonné avec le numéro de mon père. J'ai failli le refuser automatiquement, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Sa voix semblait différente, plus calme, moins autoritaire en quelque sorte. Il a demandé comment nous allions, et pour une fois, il a vraiment attendu ma réponse au lieu de se lancer dans ses propres problèmes. J'ai donné des réponses vagues et polies. Puis, il a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Ma mère avait aussi commencé à voir un thérapeute. Apparemment, après des mois à ne rien obtenir avec leur campagne pour retrouver l'accès à moi et à mon portefeuille, ma mère a eu une alerte de santé. Rien de grave, juste une tension artérielle élevée qui a nécessité un ajustement de médicaments. Mais cela a incité son médecin à recommander une thérapie pour la gestion du stress. Elle y allait depuis environ 6 semaines. Selon mon père, sa thérapeute l'avait aidé à reconnaître certains de ses schémas de comportement. Il a dit qu'elle commençait à comprendre comment ses actions m'avaient éloigné. Il n'y a pas eu de grandes excuses, pas de promesses spectaculaires de changement, juste mon père disant qu'elle travaillait sur certaines choses et voyait les choses différemment. Il a juste dit qu'ils aimeraient progressivement construire une sorte de relation aux conditions qui me conviendraient. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir et il a accepté cela sans argumenter. Un autre changement surprenant. Avant de raccrocher, il a mentionné qu'ils avaient mis en place des paiements automatiques pour leur hypothèque et travaillaient avec un conseiller financier de leur banque. J'ai eu l'impression qu'il essayait de montrer qu'il s'attaquait aux problèmes qui avaient conduit à leurs affirmations de sans-abrisme. Je ne sais toujours pas quoi faire de ce développement. 6 mois de thérapie m'ont appris à être prudente pour ne pas retomber dans de vieux schémas, mais cela m'a aussi aidé à reconnaître que les relations peuvent évoluer si les deux parties sont prêtes à faire le travail. La question est de savoir si la thérapie de ma mère est une véritable introspection ou juste un autre outil pour obtenir ce qu'elle veut. Pour l'instant, je prends les choses au jour le jour. J'ai suggéré à mon père que nous commencions par des emails occasionnels partageant des nouvelles de Gregory, des photos, des réussites scolaires, ce genre de choses. Pas de visite en personne pour l'instant, pas de discussion financière, et absolument aucun contact non supervisé avec Gregory. Il semble étonnamment d'accord avec ces conditions. Mon thérapeute a suggéré que le vrai changement prend du temps à se prouver. Les mots sont faciles. Des actions cohérentes sur des mois ou des années sont ce qui compte. Donc, je procède avec un optimisme prudent, mais en gardant mes limites fermes. La vie n'est pas parfaite.
Notre nouvel appartement a un bruit de gouttes persistant dans la salle de bain que le concierge ne semble pas pouvoir réparer. Ma voiture a fait un bruit inquiétant la semaine dernière que j'ignore parce que je ne veux pas savoir combien coûtera la réparation. Grégory fait encore parfois des cauchemars et se glisse dans mon lit à 2 heures du matin. Mon nouveau travail a ses propres stress et politiques de bureau, mais sous-jacent à tous ces défis ordinaires se trouve un nouveau sentiment. Je m'habitue encore au sentiment que je dirige enfin ma propre vie au lieu de simplement réagir aux urgences de tout le monde. C'est à la fois stimulant et terrifiant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve avec mes parents. Peut-être qu'ils changent vraiment. Peut-être que c'est juste une manipulation plus sophistiquée. Quoi qu'il en soit, je ne suis plus la personne qui sacrifiera son avenir et le bien-être de son enfant pour répondre à leurs exigences. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours avec des conseils, des histoires similaires et des encouragements. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul fait toute la différence.